Salut les devins, c'est Saikyo. Gros sujet de vidéo aujourd'hui qui va vous rappeler certains souvenirs de ma chaîne YouTube par rapport à des analyses en termes de mythologie, de références religieuses, spirituelles, etc. que l'on peut trouver dans diverses religions, etc., divers folklores aussi, à travers le monde pour les rattacher à une certaine œuvre, à un certain animé, un certain manga. Aujourd'hui, répondant au nom de Boruto, j'ai largement fait ce genre de type de sujet sur Dragon Ball Super. J'en ai fait aussi sur l'œuvre Boruto avec le dernier en date qui remonte un petit peu maintenant, c'était par rapport à la référence mythologique du nuée. Et grâce à cela, peut-être que vous en rappelez, j'avais été en mesure de vous révéler la définition complète de ce monstre-là que possédait Sumire dans Boruto avant même qu'il ne soit révélé. Je vous avais même déjà donné son nom. Donc on peut trouver des choses très fortes dans l'œuvre. Et là, on va passer à une classe, encore même plusieurs classes au-dessus du nuée. Parce que là, on va se parler de la résurrection récente de Ishiki Otsutsuki, résurrection ayant eu lieu dans le chapitre 47 du manga Boruto. On a pu voir apparaître des marques sur son corps et surtout, on a pu voir que Ishiki présente un tout nouvel œil. Un œil donc probablement, en théorie, on va appeler ça pour le moment un dojutsu, qui serait dans une certaine forme de continuité par rapport au Byakugan, Sharingan, etc., un petit peu dans ces eaux-là. Ishiki, pour le moment, en tout cas, ne l'a éveillé que sur un seul œil. Le nom de ce dojutsu, de cet œil-là, n'a pas été révélé, ni ses capacités, et je pense être en mesure aujourd'hui les devins de pouvoir vous présenter pas mal de choses qui pourront être à la base des futures révélations dans l'œuvre Boruto. Alors comme je l'ai dit, tout cela n'est que des références par rapport à telle ou telle mythologie. Après, ça veut pas dire qu'il va tout reprendre à la lettre non plus, d'accord? Donc je vais vous présenter des éléments. Certains vont apparaître peut-être tels quels, d'ailleurs le nuée avait été retranscrit en tant que nuée. Peut-être que certains noms que je vais vous donner vont ressortir tels quels. Peut-être que d'autres vont être totalement remaniés. On se rappellera par exemple de Amaterasu, de Izanami, de Izanagi qui sont aussi des références en mythologie et ça a été repris tel quel concernant certaines capacités du Sharingan qui est d'ailleurs également un dojutsu. Donc je pense qu'aujourd'hui on se trouve dans une excellente voie et sans plus tarder, eh bien comme vous le savez j'ai rattrapé le manga Boruto assez tardivement mais maintenant je suis plus qu'à jour, je sais absolument très bien ce qui se passe dedans. Mais du coup, j'ai le manga Boruto de manière un petit peu plus frais dans ma tête, et quand j'ai vu ce dojutsu que nous a présenté Ishiki récemment, j'ai pas pu m'empêcher de me rappeler d'un certain chapitre, alors j'avais plus le numéro en tête, mais quelques recherches m'ont permis de le trouver, un chapitre qui est le chapitre numéro 44 du manga Boruto, dans lequel on voit déjà ce signe apparaître, le même signe qu'il a dans son œil droit, il apparaît sur certaines architectures. À ce moment-là, on voyait Kashin Koji rentrer dans cette espèce de cachette sanctuaire, c'est un petit peu des allures de temple et de sanctuaire, et donc vous voyez qu'il y a des pylônes, etc. De là, vous voyez pas grand-chose, mais quand on zoome, on se rend compte qu'il y a vraiment ces signes-là, cette espèce de roue, avec différents bâtons qui la composent. On pourrait croire de loin peut-être que c'est une horloge, mais ça n'en est pas une. Et je sais que les auteurs japonais, de manière générale, prennent prioritairement référence sur des religions, etc., qui sont plutôt axées du côté de l'Asie. C'est normal, c'est leur localisation, bien que dans Dragon Ball Super, on peut voir d'autres références à d'autres mythologies, d'autres divinités. Donc il faut avoir un œil ouvert sur à peu près tous les sujets. Mais par rapport à cette roue que vous trouvez représentée en ornement sur l'entrée de ce bâtiment, que vous retrouvez pile dans l'œil de Ishiki Otsutsuki après sa résurrection, cela est une référence directe à ce que l'on appelle la roue Dharma, que l'on appelle aussi, bon c'est pas exactement la même chose, et d'ailleurs le sujet que je vais vous présenter aujourd'hui est très dense, très vaste, très complexe, c'est vraiment une vidéo de vulgarisation, et je vous mettrai vraiment plein de références et de liens, un maximum possible en description, pour si jamais vous avez envie de vous faire une petite lecture, en apprendre plus, avec des sites ou des experts directement de la chose puissent vous en parler. Moi j'essaie de vous retranscrire ça de la manière la plus claire. Donc on est sur la roue Dharma ou on est sur le Dharma Chakra. Ce sont des termes à peu près équivalents et il est donc probable alors, première chose, que ce dojutsu de Ishiki Otsutsuki s'appelle pourquoi pas l'œil Dharma, le dojutsu Dharma ou un truc lié au Dharma, le Dharma Chakra, quelque chose comme ça est largement possible. Une fois que la correspondance avec ceci a été établie, de manière très simple, d'où est-ce que cela nous vient? Alors vous pouvez retrouver cette représentation dharma dans plusieurs mythologies, dans plusieurs références religieuses telles que l'hindouisme, telles que chez le peuple tibétain également dans certaines représentations, mais aussi et par-dessus tout dans le bouddhisme. Et étant donné que l'auteur de Boruto est japonais, on peut tendre à penser qu'il se réfère vers le bouddhisme qui fait partie des deux religions majeures que l'on trouve au Japon. Quand on se renseigne du côté bouddhiste de la chose, de la roue du Dharma, du Dharma Chakra, eh bien on apprend que c'est un symbole qui était apparu avant même les représentations de Bouddha lui-même dans le bouddhisme. Donc c'est un petit peu ce qui représentait la religion, le courant spirituel des bouddhistes, avant même de mettre Bouddha comme symbolique première.
On apprend également que ça représente donc cette doctrine bouddhiste et que ça permet de se présenter sur le chemin de l'éveil. Généralement, ça ressemble donc à cette roue, ça ressemble un petit peu aux roues d'un chariot et cette roue est composée de rayons et le nombre de rayons peut changer. La plus commune, celle que l'on voit le plus souvent, c'est celle à 4 rayons et surtout celle à 8 rayons. Et au-delà de ça, on a des représentations à 12, à 24 et autres. Et ça, je vais vous en parler après. Chaque rayon que vous voyez donc à l'intérieur de l'œil de Ishiki Otsutsuki, donc à l'intérieur de cette roue du Dharma, représente 8 chemins que nous appelons les nobles chemins octuples. Donc octuple faisant référence au fait qu'il y en a 8, et ces chemins sont donc nobles. Pour vous préparer à ce qui suit, rappelez-vous un petit peu du Rikudo Senin, et rappelez-vous un petit peu de Pain, et les fameux 6 chemins dont on entendait souvent parler. Il y avait 6 chemins donc nobles à suivre. Le Rikudo était la représentation de l'intégration des 6 chemins en un seul être et de l'apaisement de ces 6 chemins-là. On avait également Pain Nagato qui avait pu, grâce à divers corps, mettre la main sur ces 6 chemins, mais plutôt à distance et de manière un petit peu indépendante, et c'est ce qui le rendait un petit peu fragile aussi par rapport à un vrai Rikudo Senin. Et si vous voulez, aujourd'hui, grâce à ces nobles chemins octuples, nous allons donc vers 8 chemins. 8 chemins qui sont attribués à ce nouveau dojutsu de Ishiki Otsutsuki. D'ailleurs, en voici une représentation. Les devins, si l'on prend la partie verte à droite, celle-ci est composée de 3 rayons, et ces 3 rayons concernent la moralité, la discipline et l'éthique, avec en premier la parole juste, en deuxième l'action juste, et en troisième les moyens d'existence justes, ou la profession juste. La deuxième partie du cadran, qui est plutôt mauve foncé si je peux le dire ainsi, elle fait référence à tout ce qui est effort, attention et concentration, à un niveau peut-être un petit peu plus spirituel. Ça commence donc par l'effort juste, ça se poursuit par une pleine conscience ou une conscience juste des choses, de soi, de son corps, des autres, de la réalité tout entière, et ça se clôture par la concentration, l'établissement de l'être dans l'éveil, qui s'appelle le Vipassana. Nous avons enfin dans le cadran plutôt orangé, tout ce qui correspond à une grande sagesse, de la vue et de la pensée. Nous avons la vision juste ou la compréhension juste de la réalité ou de ce que l'on appelle dans le bouddhisme les 4 nobles réalités. Ces 4 nobles réalités étant la synthèse de ce qui fait la base du bouddhisme. Et enfin, il y a la pensée juste ou le discernement juste qui est dénué d'avidité, de haine ou d'ignorance. Dans les 8 fractions à maîtriser qui correspondent à la vie d'un être, il faut maîtriser et parfaire celle-ci. Il faut donc arriver à une sorte d'état de perfection, comme il est dit dans le bouddhisme, et cela permet donc d'être en osmose parfaite avec cette roue du Dharma, ce Dharma chakra, et d'avoir une sorte d'éveil à l'intérieur de son propre corps et de son propre esprit qui va changer complètement la personne dans le bon sens du terme. Contrairement à Ishiki qui est placé comme un méchant dans l'œuvre Boruto, cette roue Dharma n'a, à ma connaissance, d'après mes recherches, aucun attrait maléfique. Il n'y a rien de mauvais, ce n'est pas de mauvais augure, ça n'apporte le mal à personne. Au contraire, c'est pour détourner les gens de tout ce qui est mauvais, pour les ramener vers le bien, avoir une pensée juste, avoir une pensée parfaite et également avoir des actes justes et parfaits. Donc, comme je vous ai dit au début, le fait que l'auteur de Boruto s'inspire de cette roue Dharma pour l'œil de Ishiki est juste manifeste. On ne peut pas contrecarrer cela, il n'y a pas d'autre référence d'ailleurs mythologique ou autre qui vient même y ressembler, il n'y en a qu'une, c'est celle-ci. Cependant, ce qu'en fait l'auteur derrière n'a pas à être absolument conforme à tout ce qui se fait dans un mythe ou une religion. Donc il a le droit de l'adapter de manière maléfique si ça lui chante. D'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure de localisation, de japonais, d'asiatique, etc. Il faut aussi garder en tête le fait que même si nous sommes tous des êtres humains égaux, nous n'avons pas forcément les mêmes références culturelles. Je pense que nombre d'entre vous s'intéressent un minimum à la culture japonaise et vous pouvez savoir que là-bas, les enfants vont avoir des livres, des petites comptines, vont avoir des petits dessins animés, des mangas qui vont justement venir étoffer leurs connaissances en termes de bouddhisme, en termes de shintoïsme, qui est la deuxième religion principale du Japon, en termes d'autres diverses mythologies, japonaises en priorité, mais aussi asiatiques, parce que ça fait un petit peu plus partie, géographiquement parlant, de leur monde et de leur vie commune. Donc ils sont éveillés à cela dès le plus jeune âge, et au final, même si l'enfant n'a pas vocation à devenir bouddhiste ou shintoïste, peut-être qu'il sera athée, j'en sais rien, malgré tout, ça fait partie de sa culture. Et je vais prendre un exemple un petit peu bizarre, mais ça fait un peu comme les trentenaires qui disent « Ah, le Club Dorothée, c'était trop bien ». Eh bien, pour les auteurs qui prennent ça en référence, ils se rappellent de ce qu'ils regardaient à la télé quand ils étaient petits. Il y avait des petits dessins animés qui leur expliquaient tout ça en manière un petit peu drôle et tout.
Et du coup, ben voilà, ils font ressortir ce type d'éléments dans des œuvres que eux-mêmes aujourd'hui créent. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas vocation à être de manière précise collé à la réelle référence mythologique. D'ailleurs, ça serait peut-être du blasphème, je ne sais pas. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils le détournent, je n'en sais rien, je ne suis pas expert. Mais en tout cas, il y a un petit côté reprise du folklore, mais à leur propre sauce, et ça ne dérange personne, ça se passe comme ça culturellement, ils sont habitués. Et d'ailleurs, peut-être que dans 30 ans plus tard, quelqu'un qui avait lu Boruto étant jeune, eh bien reprendra certains éléments de mythologie que Boruto lui avait mis sous les yeux pour les déformer à sa propre sauce et les réarranger dans une œuvre que lui-même créera. C'est un cycle éternel, ça se passe comme ça du côté du Japon. Je pense que vous m'avez compris à ce niveau-là, mais du coup, là où on peut aller encore plus loin, ça ne s'arrête pas là au niveau des révélations dans cette vidéo, c'est déjà que Ishiki va avoir, grâce à son dojutsu, plusieurs pouvoirs qui pourraient se compter alors au nombre de 8. D'ailleurs, au moment même où Ishiki a activé ce pouvoir-là, a activé ce dojutsu, il a été en mesure de lire, comme si c'était un livre ouvert, dans les gènes, vous vous rendez compte, dans l'ADN de Kashin Koji, pour voir et déterminer avec précision, avec justesse, avec perfection, que Kashin Koji n'était autre que le clone de Jiraiya lui-même. Vous voyez qu'il y a cette sorte d'ouverture, cette sorte d'état d'éveil du personnage de Ishiki que l'on retrouve dans la roue du Dharma, que l'on retrouve ici. D'ailleurs, sur la roue, je pense que ça ferait écho au rayon qui se trouve tout à fait à gauche, avec la prise de conscience totale, et avec également en vertical, cette fois-ci du côté orange, celui qui se trouve au niveau de midi sur une horloge, celui qui consiste à la vue juste. Ishiki qui a sa perception, sa compréhension des choses, sa lecture des choses, qui est devenue parfaite. Et ceci n'est que le premier pouvoir qu'il peut éveiller grâce à son dojutsu. Donc, même si on ne peut pas déterminer avec précision quel sera chacun des rayons associés à chacun des 8 pouvoirs du dojutsu de Ishiki, on peut quand même essayer de déterminer les courants principaux, les 3 courants principaux par rapport aux 3 couleurs que vous voyez affichées. La première, je vous avais dit, celle qui est en vert, c'est la moralité, la discipline et l'éthique. Alors non, ça ne veut pas dire que Ishiki va devenir tout d'un coup gentil. Ça veut dire que Ishiki va être doté d'une moralité forte, d'une discipline exemplaire et d'une éthique qu'il va respecter à tout prix. On va avoir un personnage qui, en tant que Otsutsuki pseudo-divinité, va venir totalement s'élever. Et peut-être qu'il va totalement passer à côté de certains actes un petit peu plus puérils qu'il aurait pu faire à l'état où il était Jigen, etc. Mais lors de sa résurrection, il va être peut-être tout aussi maléfique, mais plus noble aussi dans ses actions, et peut-être plus aller à l'essentiel qu'auparavant. D'ailleurs, on pourrait un petit peu faire ressembler cette manière d'être avec celle de Zamasu dans Dragon Ball Super, qui, si on l'écoutait, ce personnage-là ne pensait pas être méchant et pensait respecter une certaine moralité, sa propre discipline, son éthique et en quelque sorte sa justice. Le deuxième encart, c'est celui qui est mauve, celui qui correspond à l'effort, à l'attention et à la concentration. Là, je pense que c'est facile de compréhension. Là, on est peut-être plus dans les capacités power-up de combat, donc de Ishiki, avec des efforts qui vont être décuplés, avec une attention, un esprit au combat qui va être parfait, et une concentration sans commune mesure, un peu comme Pain qui voyait quand on l'attaquait par derrière, vous voyez ce que je veux dire? On peut retrouver ce genre de choses. Enfin, qui dit dojutsu dit des pouvoirs qui vont directement sortir de l'œil aussi, et il va y avoir des pouvoirs, le troisième encart en orange, qui sont liés à la vue et à la pensée. Et là, c'est vrai qu'on a clairement l'impression que ça va lui apporter de nouveaux genjutsu, mais également, et ça on le voit déjà grâce à ce que je viens de dire, le fait qu'il puisse lire dans les gènes, pour moi ça fait clairement écho aux capacités de vue. Il voit dans les gènes, il peut voir peut-être alors au travers de beaucoup d'autres choses que les gènes eux-mêmes. On peut s'attendre à des capacités vraiment pseudo-divines, d'omniscience, dans le sens où il va pouvoir lire les esprits, pouvoir anticiper n'importe quelle stratégie, pouvoir lire à l'intérieur des gènes de chacun pour savoir de quoi il est constitué et quelles peuvent être ses attaques et également les ninjutsu héréditaires dont il dispose. Il va avoir un niveau de pensée tellement fort que cela va créer des genjutsu qui vont faire passer les genjutsu du Sharingan pour du pipi de chat, vous voyez ce que je veux dire? Ça va être tellement puissant qu'il pourrait limite briser et donc tuer un esprit juste en lançant un genjutsu. On se rappellera que les genjutsu de Itachi avaient des séquelles physiques. Un être comme Ishiki me semble tout à fait capable d'amplifier cela et de tuer instantanément celui dont il fait prisonnier de son genjutsu. Donc tout cela ne sont que des exemples, mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait 8 capacités distinctes liées au dojutsu de Ishiki. Certaines ressortiront directement par son œil, mais on se rappellera que certaines capacités liées au dojutsu, certes s'activent grâce à l'œil, mais ne se manifeste pas que par lui. Je pense par exemple au Susanoo, c'est vrai que c'est l'œil qui permet cela, mais au final il y a une enveloppe qui se met autour du Uchiwa ou du possesseur du Sharingan qui s'en sert,
et ça crée quelque chose qui dépasse quand même le stade de l'œil, le cadre de l'œil. C'est quand même une énorme statue qui vient se battre pour toi en forme de chakra. C'est quand même d'une toute autre proportion et même d'une disproportion par rapport à l'Amaterasu qui est un peu plus dans la sobriété entre guillemets, qui se lance directement par l'œil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous savez à quoi vous attendre en termes de pouvoir de Ishiki. Vous savez également maintenant à quoi vous attendre en termes de power-up de Ishiki. Et ça c'est important. Et oui, car le nombre de rayons évolue. Alors déjà, on sait que la roue du Dharma peut avoir 4 rayons, qui symbolisent la base de la maîtrise des valeurs bouddhistes. Et ça a été dépassé par Ishiki, donc il a un très très fort niveau. En même temps, je pense que c'est normal et logique de la volonté de l'auteur de faire ça, car nous avions les 6 chemins du Rikudo, et rétrogradé vers 4 chemins. Alors on pourrait nous dire que 4 chemins c'est plus puissant que 6, parce que ce ne sont pas les mêmes, mais ça serait un petit peu alambiqué. On est passé à 8, donc on est sur quelque chose de plus élevé. Mais on peut encore monter. On connaît l'existence de roues à 10 rayons, on connaît l'existence de roues à 12 rayons, on a des représentations à 16 rayons, à 24 rayons et à 31 rayons. Il y en a peut-être plus que je n'ai pas trouvé dans mes recherches, mais c'est pour vous donner l'intégralité de ce que l'on a là. Donc qu'est-ce que l'on peut imaginer par rapport à Ishiki, l'évolution de ses pouvoirs? Parce que même s'il a l'air d'avoir atteint un super niveau, un niveau peut-être même inégalable et inégalé, eh bien il peut peut-être encore évoluer au-delà de ça. Vous savez que les shonen, les mangas, il y a quand même une évolution des pouvoirs perpétuels, et on peut donc imaginer que les power-ups de Ishiki pourraient venir de son propre dojutsu qui va évoluer, comme la plupart des dojutsu d'ailleurs qui évoluent, et qui évoluerait en apportant encore plus de rayons à son propre œil, mais on remarquera que son œil gauche n'a pas encore la roue du Dharma, et si celle-ci s'y éveille, eh bien on pourrait considérer que par exemple l'œil droit ne bougerait pas et resterait à 8, mais que son deuxième œil s'y éveillerait avec lui aussi 8 rayons, ce qui donnerait, de manière un petit peu artificielle et simulée, une roue du Dharma à 16 rayons. Pour vous donner quelques exemples de power-up que pourrait obtenir Ishiki Otsutsuki par la suite du développement de cet œil Dharma, si par exemple il ajoute des rayons, on ne va pas rentrer à 100% dans le détail, mais je vais vous en donner quelques prémices. Si jamais cela se réalise dans l'œuvre, eh bien on y viendra dans d'autres vidéos avec beaucoup plus de détails et une étude approfondie de son power-up en fonction du nombre de rayons qu'il arborera sur ses yeux. Mais sachez par exemple que pour 12 rayons, la roue Dharma symbolise la coproduction conditionnée. Et en fait, celle-ci met en place des liens d'interdépendance entre beaucoup de choses et même entre toutes choses. Ishiki pourrait réaliser certaines réactions en chaîne, un petit peu comme des liens unissant telle ou telle chose, telle ou telle personne, tel ou tel chakra pour produire des effets positifs ou négatifs. Bon, dans son cas, ça sera sûrement négatif. D'ailleurs, en termes de liens de ce type-là, on en a déjà eu quelques-uns dans l'œuvre Naruto, un qui est très très marquant avec le membre de l'Akatsuki Hidan et Jashin. Vous vous rappelez qu'il y avait un lien du sang, donc un lien d'interdépendance. Le mal que se faisait à lui-même Hidan pouvait être répercuté sur par exemple Asuma Sensei qui en a subi énormément les frais. Donc cela n'est qu'une application minime, même si l'Akatsuki c'était un gros morceau. Aujourd'hui c'est quelque chose qui, pas forcément pour tous les membres, mais presque tous les membres de l'Akatsuki sont largement dépassés aujourd'hui. Mais c'est pour vous donner un petit exemple. Également, si ça augmente au-delà de 12 rayons, les 24 rayons reprennent la coproduction conditionnée que je viens de vous citer et leur ajoutent les 12 maillons de la cessation conditionnée. Dans la cessation conditionnée, on passe par plusieurs étapes, je ne vais pas toutes vous les dire, mais en gros, ça démarre par la souffrance, on passe par le plaisir et la concentration, et on termine par la libération et la connaissance de la libération. Enfin, si on passe par exemple à 31 rayons, je trouve que ça pourrait être classe, adapté à Ishiki, on passe par la représentation des 31 mondes, qui seraient 11 mondes de désir, 16 mondes de forme et 4 mondes sans forme. Ça me rappelle un petit peu Kaguya, avec les mondes qu'elle peut matérialiser, etc. Allez savoir si tout n'est pas interconnecté. D'ailleurs, l'interconnexion dans ce même symbolisme représente donc les 12 rayons. Bon, dommage que Kaguya n'a pas développé ce genre de roue Dharma, sauf si peut-être on l'a manqué. Il y aurait peut-être des signaux cachés à droite à gauche dans l'œuvre que l'on aurait raté, mais à ce jour je ne pense pas, quelqu'un l'aurait trouvé. Les pouvoirs de Ishiki seraient encore plus nombreux et encore plus développés et plus puissants. Cependant, pour le moment, ce dont on est sûr, c'est qu'il a 8 habilités qui découlent de cet œil-là, mais je pense que sur le corps de Ishiki, nous avons un indice nous montrant qu'il a un 9e pouvoir. Un pouvoir qui cette fois-ci n'est pas lié à son œil, mais qui est très probablement lié à ce que l'on peut voir dessiné sur son corps. Alors je ne pense pas que chacun des dessins sur son corps équivaut à un pouvoir de Ishiki. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont là pour le chara-design, pour faire joli, pour le rendre classe, pour faire une représentation de sa puissance, avec des logos qui ressemblent un petit peu à des tomoe, etc. Bon, tout ça on connaît, on a déjà vu dans Naruto des personnages ornés de ce genre de choses-là, et ça ne voulait pas dire que chaque dessin
était équivalent à un pouvoir, on est d'accord. Mais il y en a un sur lequel je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a réellement quelque chose. Regardez le corps de Ishiki Otsutsuki après cette résurrection-là. Au niveau du torse, on y voit quelque chose qui a l'air d'être penché sur le côté, quelque chose qui pourrait vous faire penser à un marteau, un petit peu plus pour être précis à un maillet. Donc un maillet, ça fait partie de la famille des marteaux. Et au cours de mes recherches, eh bien, j'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui s'appelle, désolé pour la prononciation qui sent un petit peu tailladé, le Uchide no Kozushi. Donc c'est un maillet magique. Il y a différentes sources qui en parlent, vous en avez peut-être entendu parler dans différents jeux vidéo qui nous sont parvenus, comme dans certains Final Fantasy, comme dans Okami. Ce maillet, eh bien, il est aussi appelé le maillet de la chance, le marteau de la chance d'une certaine manière pour vulgariser. On sait également qu'il était détenu principalement dans les références mythologiques que l'on a par un certain dieu qui s'appelait le Daikoku Ten, celui-ci qui est considéré d'ailleurs encore à l'heure actuelle par plusieurs japonais dans le folklore japonais comme un des 7 dieux de la chance. Donc là aussi, il n'y a rien de maléfique. C'est même un dieu qui est souvent représenté à l'intérieur des maisons japonaises pour leur apporter bonne fortune, bonne santé, pour que la maison se porte bien, tout aille bien à l'intérieur de cette maison-là. C'est un dieu qui est censé être bénéfique et également son marteau. Alors, il y a plusieurs représentations, il y a plusieurs visions, plusieurs versions qui sont exposées de ce dieu-là et du marteau qu'il possède. Mais dans l'ensemble, ce que j'ai pu y trouver, c'est qu'il y a quelques dessins animés dont je vous parlais tout à l'heure, dessins animés japonais, qui sont passés il y a quelques décennies à la télé, donc ça pourrait correspondre avec l'auteur de Boruto qui aurait vu ça quand il était jeune et il aurait voulu récupérer cette légende et la réadapter dans Boruto. Le détenteur de ce maillet magique était tout petit et il a été ensuite capable de grandir et de devenir à taille humaine. Alors dans ce dessin animé là, ceci a été rendu possible grâce au maillet magique. Alors c'est vrai que Ishiki l'a fait tout seul, mais Ishiki est capable de se rapetissir et de se grandir. Et dans d'autres représentations un petit peu plus sérieuses que des dessins animés, il y a d'autres personnages également qui sont capables de changer de taille grâce au marteau. Et forcément ça fait écho à Ishiki Otsutsuki. Alors là, l'auteur de Boruto n'a pas voulu faire en sorte que Ishiki puisse changer de taille uniquement quand il a le marteau, mais en tout cas il a voulu faire en sorte que ça soit un pouvoir inné de ce personnage-là, encore que on ne savait pas si sous le corps de Jigen, il n'y avait pas déjà ce maillet, ce marteau qui était représenté sur lui et qui agissait, qui lui permettait de grandir de rapetissir. Vous voyez que c'est intéressant. Deuxième chose, ce maillet magique est capable d'exaucer tous les vœux. Et c'est pour ça que ce dieu bienfaisant le possédait pour pouvoir réaliser les vœux de toutes les personnes desquelles il tapait légèrement la tête avec ce maillet et leur vœu le plus cher, le plus profond, le plus secret, le plus intime leur était exaucé. On se rappellera alors que dans un des précédents chapitres de Boruto, Jigen était encore à l'état de Jigen, Amado n'avait pas encore fui vers Konoha, mais on avait Jigen qui disait à Amado « Ne t'inquiète pas Amado, les vœux de tout le monde et les vœux de chacun seront exaucés. » Y compris les tiens, Amado, bien sûr. Il y a cette volonté-là de la part de Jigen, chose dont on parle peu, d'exaucer les vœux de tout le monde. Alors, est-ce que c'est sa folie, un peu à la Zamasu, comme je le disais, qui pense que le monde veut ça, que le monde doit tourner comme ça, et au final, il va tuer tout le monde, ou nous faire un truc un petit peu à la Obito et Madara, envoyer tout le monde dans un genjutsu parce qu'il croit que c'est ce que tout le monde veut, et il voit les choses de manière tordue comme ça, et c'est sa manière d'exaucer les vœux, ou est-ce que réellement, ce maillet que l'on voit, qui fait écho donc au Uchide no Kozushi, va lui permettre peut-être de sortir de son corps, peut-être qu'il l'active en l'ayant à l'intérieur de lui, ça je ne sais pas, c'est l'auteur de Boruto qui voit, va lui permettre de réaliser certains vœux. Alors, on est dans un manga, on est dans une œuvre, et ça ne sera pas aussi facile que dans le folklore japonais, et dans les petits dessins animés pour enfants, dans les comptines, ou même dans les mythes religieux. Là, on parle d'une œuvre avec un scénariste derrière, celui-ci, un petit peu comme nous l'a toujours dit Itachi, doit apposer des contraintes à cette utilisation de ce maillet. Ça ne peut pas être un maillet magique qui exauce tout sur son passage, sinon Ishiki ne se battrait plus contre personne. Il utiliserait le maillet, il ferait venir un arbre du chakra, il ferait tout ce qu'il veut en fait. Ses vœux seraient réalisés et tous les personnages que vous voulez n'auraient absolument aucun mot à dire dans l'histoire, que tout serait déjà fait, personne ne s'en serait rendu compte, que le monde serait perdu. Donc il est évident, même si on n'en a pas la preuve, que ça ne peut pas être aussi facile que ça, mais il est très probable qu'il y ait une quantité suffisante d'énergie qui soit requise pour pouvoir l'utiliser. Il est probable que peut-être celui-ci a un coût, le vœu sera exaucé, ou les vœux de tout le monde seront exaucés, mais en contrepartie, il faudra payer cela. Il faudra payer une quantité de chakra, et on peut comprendre alors l'utilité de Jubi et l'utilité de l'arbre du chakra. Ça peut être un paiement un petit peu plus personnel façon Thanos et Gamora dans les Avengers, mais il y a fort à parier qu'il y a des contreparties pour Ishiki, sinon il s'en servirait depuis longtemps, qu'il y ait probablement des modalités d'activation
et qu'il y ait des modalités de paiement, si je peux le dire ainsi, par rapport aux bénéfices que ce maillet va apporter à Ishiki s'il arrive à l'utiliser. Les devins, cette vidéo était assez dense, mais en tout cas, sachez que le sujet en lui-même l'est réellement 100 fois plus. J'ai vraiment voulu creuser dans le détail avec vous sans non plus vous donner des mots de tête sur le sujet, mais j'ai trouvé que c'était quelque chose de extrêmement hypant. On peut se rendre compte alors de l'étendue de tout ce qui va arriver dans la suite de Boruto par rapport à ce Dojutsu Dharma. On va l'appeler comme ça en attendant d'avoir un nom officiel. Peut-être que ça sera ça le nom, peut-être que ça sera autre chose. En tout cas, vous savez que quand je peux creuser des sujets comme ça, c'est quelque chose que je prends du plaisir réellement à faire. Malheureusement, on peut pas le faire pour chaque chapitre de n'importe quelle œuvre, parce qu'il n'y a pas toujours des références dans chaque chapitre. Mais là, on est dans une bonne période. En plus, ça peut évoluer avec la roue du Dharma à 10, à 12, à 16, à 24 de mémoire, à 31 rayons, avec un deuxième œil Dharma qui pourrait évoluer comme cela. Au moment où Ishiki aurait peut-être l'air perdu, il pourrait se servir du maillet magique. Peut-être que Ishiki souhaite le garder pour un moment bien précis pour l'utiliser, celui où il va réaliser et exaucer les vœux de tout le monde, mais qu'il va être contraint lors d'une première défaite de le sortir plus tôt que prévu et de l'utiliser au combat pour pouvoir s'en sortir face à son adversaire. Peut-être que Ishiki va se servir du maillet directement face à Kashin Koji et réaliser son vœu le plus cher. Quel peut être le vœu le plus cher du clone de Jiraiya? Un être comme ça doit être réellement perdu. On ne sait pas du tout quel peut être son vœu, quel peut être le vœu de Amado, son vœu le plus cher dont nous parlait Jigen. Il y a une référence à ça, Jigen est au courant de ce vœu, il va aussi l'exaucer, donc ça arrange, ou en tout cas ça ne contrecarre pas ses plans. Beaucoup de choses arrivent, beaucoup de choses vont énormément bouger depuis que Ishiki a eu cette résurrection. Voilà les devins, j'espère que cette vidéo là vous a plu. Merci infiniment pour tout votre soutien, pensez à balancer un maximum de pouces bleus, à vous abonner, à activer la cloche des notifications, comme ça on se retrouve sur d'autres sujets de ce type là. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires. Shina.